Bienvenue sur ce nouveau Dragon Ball Cast. Eh bien, nous allons parler d'un film de Dragon Ball, une fois n'est pas coutume, et oui, ça faisait longtemps, et ceux qui nous suivent, vous aurez compris qu'on va parler du 7e film, avec numéro 13. Alors, j'ai avec moi l'incroyable, le riche, le ténébreux Dr. Rechai. Bonsoir, ténébreux, oh là là. Oh là là, n'est-ce pas? Et nous avons un Goten-kun à l'approche, il est là, il est revenu, enfin! Yeah, salut tout le monde. Eh ben écoutez messieurs, j'espère que vous allez bien en plein Covid. Oh bah oui, ça va, tranquillou. Ouais, la forme. Ouais, bah écoutez, tranquillous. Eh bah c'est parfait. Bah écoutez, nous allons donc parler de ce nouveau... Enfin, ce nouveau... N'importe quoi, moi. Je suis pas réveillé. Du 7e film de Dragon Ball Z. Alors, le chiffre 7, c'est pas n'importe quoi. Donc, que va-t-il se passer? Alors, déjà, effectivement, les animefères obligent. Donc, les films de Dragon Ball Z, à ce moment-là, reprenaient un petit peu la moelle de ce qui se passait au petit écran. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus sur ce film-là? Comment il a été constitué? Oui. Moi, celui-ci reprend bien la trame de l'arrivée des androïdes, quoi. Donc, ça reprend un peu même le passage où ils sont dans la ville. Ça reprend vraiment quand ils cherchaient les deux cyborgs. Ça reprend vraiment cette ambiance-là, je trouve, qui est assez réussie d'ailleurs, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai que le début reprend comme s'il s'était passé un truc paisible sur l'île, comme si c'était Goku qui était la cible, mais il ne le savait pas en fait. Ouais. Contrairement au manga. Et vous, Dr. Hachi, par rapport à ce film, son élaboration, les débuts? Moi, j'ai envie de dire que dans le manga, on te dit quelque chose, et puis dans ce film, on te dit autre chose. Parce que dans le manga, je sais pas si tu te rappelles, il y a un croquis justement qui a été fait par Toriyama. J'allais y revenir après, mais oui, vas-y. Où justement on nous présente les différents cyborgs, enfin les différents androïdes ou humains artificiels. Moi je dis humain artificiel, mais chacun son truc. Et dans tout ce qui est avant numéro 16 jusqu'à numéro 8, on nous dit que ça a été, ils ont été détruits en fait. Mais on sait pas comment ni pourquoi. Tout à fait. Apparemment, ils étaient imparfaits. Ils ne répondaient pas aux attentes du Dr. Gero. Ouais, c'est vrai. Ouais, ce croquis, ce croquis, c'était une page de titre, je crois, du manga. Tout à fait. Alors, moi, j'ai une petite théorie là-dessus. C'est-à-dire que quand cette page de chapitre est arrivée en plein combat entre numéro 16 et Cell, je pense qu'avant l'élaboration de ce croquis, ce qui s'est passé, c'est que la Toei Animation voulait faire un film avec les humains artificiels et ils ont demandé effectivement à Toriyama, outre le design, puisque numéro 14, numéro 15 et numéro 13 sont des designs d'Akira Toriyama, et moi je pense qu'ils se sont dit « Ah ouais, on aimerait bien utiliser d'autres humains artificiels, mais par contre, est-ce que Toriyama va les utiliser ?» Ils se sont demandé, effectivement ils ont eu l'accord probablement de Toriyama de les utiliser, ou en tout cas, Toriyama leur a dit, écoutez, effectivement je ne ferai rien avec ces numéros, donc ok, Osef, vous pouvez y aller. Et donc, pour promouvoir le film, je pense que cette illustration était très importante. Parce qu'il te dit bien qu'effectivement, numéro 13, numéro 14 et numéro 15 étaient réussis. C'est le sous-texte qui est indiqué sur ce schéma. Preuve qu'ils existaient. Mais alors vous dites, mais je comprends pas, ces numéros, ils apparaissent pas dans le manga. Eh bien, à mon avis, cette illustration, elle sert le film. Elle sert ce film. Ouais, c'est bien probable, ça. Ouais. C'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question, mais ouais, c'est bien possible qu'il ait fait ça par rapport à ce qu'avait demandé la Toei. Ouais. Et quand on s'intéresse également à la date de sortie du film, le film est sorti le 11... Il est sorti le... Pardon, je dis une bêtise. Oui, c'est le 11 juillet 1992. Qu'est-ce qui se passait en manga à ce moment-là? Eh bien, sur le chapitre qui sortait juste pile à ce moment-là, une semaine avant, je crois, numéro 18 se faisait assimiler par Cell. Du coup, la fin, la dernière partie du film prend tout son sens quand on connaît ça. C'est-à-dire que les fans japonais voulaient voir la transformation du Perfect Cell. Eh bien, avant cela, il aura affaire au perfect ou imparfait, au choix de numéro 13. Tout à fait. Et on remarque même que de toute façon que déjà le film il vogue un petit peu sur la hype de l'arc des cyborgs en fait. Donc on a des cyborgs dans la série TV, après on a encore des cyborgs dans le film, donc on a une espèce de continuité. Et comme tu dis, après il y a le climax bien sûr du film qui reprend un petit peu ce qu'on voit en ce moment, au moment de la diffusion des épisodes, c'est-à-dire celle qui apparaît en forme parfaite, et qui, quand il apparaît, il est
il paraît intouchable en fait. Et c'est ce qui va se passer aussi dans le film, quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que c'est une sorte de remake, que Toriyama a dû leur dire, bah écoutez, le seul imperfect que je vais sortir, je vais le sortir trop prochainement, par contre il sera vraiment intouchable, parce que quand Kuririn, quand Trunks, enfin non, Trunks c'est dans l'animé, mais quand Kuririn le frappe, le mec est intouchable. Et c'est exactement la même chose avec numéro 13, le super numéro 13, pardon, je crois que c'est ça le nom officiel, lorsque les Super Saiyans essaient de l'atteindre. Voilà. Très bien. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'illustrations entre numéro 16, numéro 17, numéro 18, contre les 3 Super Saiyans. Et au final, on l'a jamais vu ça. On n'a jamais vu Goku les affronter, par exemple. Et du coup, ce film répondait à une attente, je pense. Alors l'attente, c'était déjà les 3 Super Saiyans, parce que ce film, il t'introduit Trunks, déjà pour la première fois dans un film. Bien joué. Et tu as un trio contre un trio. Ouais. Aussi. Et ça, c'était beau. Et ça ne pouvait que plaire. Parce que c'est vrai que quand tu repenses à toutes les illustrations promotionnelles, tu voyais les trois Super Saiyans, mais tu ne les voyais jamais ensemble, bordel. Dans le manga, tu étais dégoûté quoi à chaque fois. Et là, tu avais un film où c'est pour ça que d'ailleurs la mise en scène est assez soignée lorsqu'ils se transforment tous les 3 en Super Saiyan de manière simultanée. Ouais, c'est vrai, mais du coup, je pense à un truc, mais ouais, Son Goku n'a jamais rencontré en fait numéro 18, numéro 17, enfin numéro 18 si, par la suite, mais numéro 17, il l'a jamais vraiment rencontré en fait. Exactement. Et c'est pour ça que c'était un truc incroyable, Goku avec Trunks et Vegeta. C'était vraiment une attente, un truc de fou quoi. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas situer le film dans la trame, c'est parce que normalement, à ce moment-là, Goku est censé être malade. Oui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment marrant avec les films, et surtout, notamment dans celui-ci, ils s'embêtent vraiment pas à essayer de raccorder une continuité plus ou moins, c'est vraiment un peu à l'arrache, entre guillemets, quoi, mais ça passe, je trouve. Ça passe bien, mais ils essaient même pas d'avoir une espèce de continuité comme pouvait y avoir même avec le film sur BoJack, où là on pourrait dire peut-être que ça s'est passé, mais parce que bon, au niveau continuité ça pourrait, mais des films comme celui-ci par exemple, il y a vraiment tout est incohérent par rapport à la trame, la continuité de base, quoi. Ils ont pas trop eu le choix parce que quand ils ont produit le film, déjà les nouvelles transformations de Vegeta et Trunks, ils n'en avaient pas connaissance, donc déjà il y avait ça. Ils ne savaient évidemment pas comment allait se terminer l'arc de Cell justement. Ils pouvaient pas. Du coup, ils ont pris les dernières données qu'ils avaient sur Goku, Vegeta, Trunks et les autres héros, et puis après ils en ont fait un film. C'est comme si un peu le temps s'était figé. Si on voulait vraiment essayer de mettre le film et tout, il faudrait donc indiquer que. Alors tu vois, t'as Goku qui sort de Kamehameha. Alors en fait, il ne va pas sur le vaisseau rechercher Gohan, mais en fait, ils vont refaire la fête entre eux. Enfin, ils vont faire du shopping. Voilà, ils vont faire vraiment pour être un peu farfelu, tu pourrais dire ça pourrait se passer à ce segment passé, mais ça ne colle évidemment pas avec la menace qu'il y a derrière, avec les humains, avec les cyborgs. Et surtout que au début du film, on va commencer à parler du film, au début du film, effectivement, quand Goku voit numéro 14 et numéro 15, c'est encore d'autres humains artificiels du Dr Gero, comme s'il avait déjà insinuant ainsi qu'il aurait vaincu les précédents, quoi. Alors que non, en fait, on sait bien que avec sa forme actuelle, il ne pourra jamais les vaincre, et on sait que Goku va évoluer et surtout va mourir, soit dit en passant, donc ça ne peut pas effectivement être une continuité. Du coup, je me pose la question, bon, pour nous, on les a eu beaucoup plus tard, les films, mais au Japon, je me suis toujours demandé la réaction des gens par rapport aux films qui sortaient, qui étaient en plein dans des arcs bien précis, et qui faisaient souvent des espèces de remakes de ces arcs. Et je me suis toujours demandé la réaction, l'accueil des gens par rapport à ces films, vis-à-vis de la continuité. Et je pense que, après je suppose qu'au Japon ça pose pas du tout de problème, ce genre de choses, mais par exemple en Europe, chez nous, il y aurait quand même plus de réticence à avoir une continuité complètement à côté de la plaque, quoi. Au Japon, ils savent tout de suite que c'est pas canonique, que ce sont des histoires parallèles. C'est ce qu'avait dit Takao Koyama, et ça n'a jamais posé de problème. Et puis c'est vrai que les Japonais, ils s'en moquent un peu. Il y a énormément de films où il n'y a pas de continuité, où il y a énormément d'autres séries qui sont dans ce cas-là, et pour eux, c'est normal. C'est normal. Ça les choque pas, c'est vrai. Alors que nous, avec le public, avec les Américains, les comics et tout, où la continuité est très importante, ça choque beaucoup plus cet attrait-là, je dirais.
Mais c'est surtout aussi que dans le Daizenshu consacré au film, Oui, Moby TV, oui. on te dit à un moment que les films font partie d'un univers parallèle en fait. Exactement. Faut le considérer comme si ça faisait partie d'un univers parallèle. Bon, ça n'empêche pas que dans les Daizenshu, Garlic Junior est dans la chronologie. Mais bon, moi ça me fait plaisir, mais bon, voilà, évidemment, je comprends que. Couleur aussi d'ailleurs, tiens, soit dit en passant. Et Tapion aussi, ouais. Après, c'est vrai que je me pose la question par rapport. Bon, après, les fans qui suivent toutes les infos, mais le grand public, entre guillemets, qui devait découvrir ça, regarder Dragon Ball Z, mais voilà, sans être des fans hardcore, quoi, et qui découvraient ça au cinéma. Je me suis toujours demandé vraiment ce qu'ils devaient penser par rapport à la continuité. Ils devaient se dire, voilà, ça n'a rien à faire là, ou alors c'est vraiment une spécificité de chez nous au niveau continuité, on est vachement attaché à ça. C'est vrai. Peut-être que les Japonais, pas du tout. Bah c'est vrai, après c'est vrai que ça ne peut pas s'inscrire sur la continuité, mais après c'est pas parce que ça ne s'inscrit pas sur une continuité que c'est forcément mauvais ou que ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'il y en a qui sont vraiment là-dessus, il y en a vraiment sur les réseaux sociaux ou sur certains forums qui vont te dire ah c'est pas canon donc c'est pas bien. Voilà cette espèce de snobisme, moi perso ça m'intéresse pas, même si ça n'entre pas dans la continuité, je m'en moque. Par contre je suis un peu plus coincé dans les comics par contre vis-à-vis de ça. C'est vrai que quand il y a une histoire et quand j'apprends qu'il y a une crisis ou il y a un truc là et que ça efface sa continuité, là, peut-être que ça pourrait me poser plus de problèmes, parce que je sais qu'elle a compté dans la continuité, que maintenant c'est effacé. Dans les comics, ça me poserait peut-être plus de problèmes, ça, par ailleurs. Dans les films d'animation japonais, étant donné que c'est des animes-faire, ouais, je m'en moque, quoi. Oui, non, mais après, c'est leur manière de faire, mais c'est vrai que pour nous, pour des œuvres occidentales, entre guillemets, on trouverait ça un petit peu particulier, quoi, d'avoir une continuité... en parallèle, quoi. C'est vrai que c'est un truc que je me suis toujours posé la question de l'accueil des gens par rapport à ça. Mais même sans parler de canon, pas non canon, c'est vraiment au niveau continuité. Après, c'est un peu particulier. Après, il faut que tu dises aussi que quand les Japonais regardaient les épisodes, dans les teasers des épisodes d'après, tu avais des fois les bandes annonces des films, tu vois, directement. Oui, ouais. On t'invitait à aller directement au Toei Anime Fair, quoi, en fait. Ouais. Et donc, déjà, tu voyais ça, tu disais, je suppose qu'ils embêtaient leurs parents pour y aller. Et bien sûr, quand tu y allais, c'était un festival, etc. Tu profitais du truc. Et moi, je pense qu'en tant qu'enfant, quand tu allais là-bas, tu disais, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer cette fois-là? Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Et après, t'avais tout ce qui sortait autour. Donc, t'avais bien sûr les pamphlets quand tu allais voir les films. Mais bien plus tard, tu avais les animés comics qui sortaient, etc. Par rapport au film. C'est comme ça que j'ai connu le film d'ailleurs. Et moi aussi d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu. Les vieux savent. Pour la petite anecdote, moi c'était au collège en permanence. Moi aussi. J'avais il y avait quelqu'un qui avait l'animé comics du film 7, et puis je l'avais feuilleté comme ça en permanence. J'ai cru qu'il allait vous dire, je l'ai volé. Non. J'étais aussi au collège quand je l'ai eu. Voilà. Voilà. Et on peut peut-être commencer avec le film, avec cette impressionnante musique qui accompagne numéro 14 et numéro 15, qui est une musique qui deviendra un peu que tout le monde maintenant aujourd'hui, cette musique, c'est la musique du Cell Game quand les héros arrivent devant Cell. Mais cette musique, elle est extraordinaire. Kikuchi, franchement, exceptionnel. Alors, moi, j'ai envie de te dire, toutes les musiques du film sont exceptionnelles. Parce que si le film il a une qualité, c'est au niveau de la sélection des musiques. Ah, tu trouves que les musiques de ce film sont meilleures peut-être que les autres, ou que c'est un des meilleurs coups de Kikuchi? Pour moi, il y a une très très bonne sélection au niveau de ce film pour les musiques. Alors moi, il y en a deux que j'adore, mais je vais y revenir après. Mais je suis plutôt d'accord quand même qu'il y a de bonne musique. Eh bien voilà, tu peux commencer maintenant. Voilà, non, moi il y a une musique que j'aime énormément, c'est la musique où Trunks, Vegeta et Goku se transforment en Super Saiyan, qui est ensuite utilisée dans la série pour la toute première fois et la seule et unique fois, si je dis pas de bêtises, lorsque Trunks se bat contre Cell et que le combat se termine avec un Kuririn qui fuit l'arène avec Vegeta. Cette musique, je trouve que c'est une des meilleures de Kikuchi, ça je suis totalement prêt à l'admettre, tout à fait. On l'entend aussi, il me semble, juste avant que Cell fasse son Kamehameha à la fin. Ouais, quand Gohan est blessé au bras, ouais. Ouais. Il me semble qu'on l'entend à ce moment-là.
Ah, on entend aussi cette musique Ouais, là. bah justement, c'était le passage censuré où t'avais le sang qui coulait le long de son bras. Ouais. Et C'était pas la musique de Genkidama, ça? non, 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 c'était cette D'accord. musique. C'était J'ai dit une bêtise, pardon. c'était le destin tragique de la planète Terre qui était en danger. Donc, et puis t'avais cette musique Voilà, 2 utilisations, pardon. Ok. Donc très bonne musique. Alors on peut revenir sur numéro 14, numéro 15. Alors déjà, l'anecdote est connue, mais bon, on va la répéter. Il y a eu une inversion de nom sur ces 2 humains artificiels pendant la production. A priori, à cause du scénario qui fait que bah, il était important que numéro 14, bah, il s'assoit, comment ça s'appelle? Le numéro 14, c'est, à chaque fois je les confonds, c'est horrible. T'es pas le seul. Numéro 14, c'est le gars avec l'épaulette, là, le baraqué, le super puissant. Et à la base, il aurait dû être numéro 15. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette inversion? On ne sait pas, peut-être à cause du pouvoir de numéro 15, il fallait que ce soit le numéro 15, ou alors peut-être qu'ils ont voulu dire que plus les numéros sont entre guillemets élevés, et moins ils sont puissants. Par exemple, numéro 17 serait plus puissant que numéro 18, par exemple. Numéro 19, numéro 20, ça marche peut-être pas. Mais numéro 13 est indéniablement le plus fort de numéro 14, numéro 15. Des 3. Donc peut-être qu'il y a eu un truc comme ça, je ne sais pas. Après, il faut dire aussi que c'est des catégories de cyborgs. Hein. Oui. Enfin, c'est des types, j'ai envie de te dire, parce que dans ce film, donc tu as trois androïdes, 3 cyborgs, Ouais. qui ont le même type, on va dire, parce qu'ils ont une bombe, ils ont une puce, etc. Oui. Et tu prends par exemple numéro 16, il est complètement différent. Numéro 17 et 18 sont similaires, mais c'est vraiment des comment on appelle ça? C'est des cyborgs, vraiment. Qui ça? Numéro 17 et 18. Oui, c'est des humains artificiels. Oui, tout à fait. Enfin, ils font partie des humains artificiels, Ouais, des ouais. Jinzu. Voilà, j'arrive jamais à dire le nom japonais. Mais Jinzo Ningen, voilà. Voilà, bravo. Merci, monsieur le puriste. Yeah. Il est fort. Il est vraiment fort. Et numéro 19 et numéro 20, c'est 2 autres types. Oui, enfin, en fait, attention, ils sont tous regroupés par le mot que tu viens de dire, justement en japonais que je n'arriverai jamais à dire, mais à l'intérieur de cette classe, tu as des sous-classes, et là, effectivement, tu as raison. Effectivement, il y a des modèles d'absorption, il y a des modèles à énergie infinie, et là, effectivement, ça rentre dans une sous-classe pour moi. Voilà, c'est ça. Et bah, ceux-là, ils sont totalement artificiels, tout comme numéro 16, en fin de compte. Sauf que eux, apparemment, ils n'ont pas été repris de quelqu'un. Enfin, numéro 16, on a longtemps pensé qu'il avait été fait à base totalement, quoi, alors qu'en fait, on apprend que c'était plus tard le fils du docteur Gero. Mais voilà, pour numéro 13, 14, 15, bah voilà, en tous les cas, ils ont été créés complètement et exclusivement artificiellement. Enfin, le fils, il est basé sur le fils, parce que... Oui, basé, pardon, l'esprit, l'âme, tout à fait, oui. Exactement, soyons précis. Donc voilà, donc nous avons numéro 14, numéro 15. Alors déjà, le moins qu'on puisse dire sur ces 2 antagonistes, c'est qu'ils ne parlent pas beaucoup. Alors je ne sais pas pour Isao Egawa, le seiyuu qui incarne le numéro 14, mais franchement, ces lignes de dialogue, il n'y a rien, il n'y a que des ruminements où il y a... Beaucoup. Ouais, voilà, merci. Voilà. C'était Georges Licor qui faisait la voix et c'était Pierre Trabot qui faisait la voix de numéro 15. Et donc voilà quoi. Alors qu'à contrario, et effectivement, tu as numéro 13 qui est extrêmement bavard. D'ailleurs, on peut le dire, mais numéro 13 n'est pas incarné par n'importe qui. Numéro 13 est incarné par une star au Japon, enfin une star qui nous a malheureusement quitté, une très très grande voix, puisque c'était ni plus ni moins la voix de Sogabe, la voix de Kazuki Sogabe, donc la voix de Saga dans Saint Seiya et de plein d'antagonistes et tout. Il avait fait également Thomas dans Dragon Ball, dans le TV-film de Bardock, et c'était une voix exceptionnelle. Et puis après, il revenait sur Dragon Ball GT avec Dr. Mew notamment, et avec une autre voix aussi, je crois. Il faisait une autre voix dans Dragon Ball GT, c'était laquelle? Dr. Mew, Legdick. Ah oui, Legdick, c'est ça. Comment on prononce? Legic, je crois. Legic, je crois, oui. Je crois que c'est ça. C'était le tout premier adversaire de Goku, entre guillemets, sérieux, de Dragon Ball GT. Voilà. Il était pas dans Kutonoken aussi? Oui, maintenant que tu le dis, oui, il doit y être. Attendez, je vais revoir ça. Oups. Parce que s'il était dans Kutonoken, par contre, j'arrive pas à replacer quel perso c'était en fait. Il avait fait qui? La voix d'acteur Inada, alors Kasuke Sokabe. Alors, il est la voix de. C'est qui Tetsu Inada?
Je suis désolé, on brise un petit peu le truc là. On était sur notre petite lancée. Yu Hakusho, il a fait Kunzit. Où est-ce que c'est Hokuto no Ken? Parce que je vois qu'il est dans les... Non, bah écoute, je ne vois pas. Je ne vois pas ce qu'il a fait dans Hokuto, c'est pas clair. En même temps, je connais pas très bien la série. Bah, je confonds alors, puisque c'était pas la voix de Rei dans Hokuto no Non, la Ken. voix d'Oreille, c'est la voix de Mu dans Sanseiya, donc non. Ah, voilà. Ah, il a fait la voix de... Oui, le vent dans Hokuto no Ken, sérieux? Il a fait... Ouais, voilà, il a je savais. Putain, il a fait un petit personnage aussi obscur. Putain, mais c'est dégueulasse. Putain, il a un tout petit rôle dans Hokuto no Ken. Putain, le pauvre. Bref, on s'égare, désolé. Et du coup, en VF, c'est Éric Legrand qui l'incarne. Oui. Dans le film. Avec le grand ou ça, le côté fanfaron, oui, ça rend plutôt bien. Ça rend plutôt bien Éric Legrand sur numéro 13. Par contre, j'ai jamais mis Éric Legrand sur numéro 17, soit dit en passant. Parce que je savais qu'il y Oui, c'est avait vrai. Thierry Bourdon et derrière, et je sais pas, j'aimais pas spécialement ça par contre. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, donc il y a les humains artificiels qui débarquent sur l'île. Donc on a quelques petites blagues cochonnes avec Olong et Kuririn. Voilà, donc les années 90 obligent quoi. D'ailleurs, c'était ça le premier passage censuré en fait. Ah, Parce que tu avais le panneau d'élection de Miss quelque chose, et dans la première version française, bah, ça avait été masqué ça. ah j'avais totalement oublié ça, tiens. Et oui. Souvenez-vous. Bien joué, bien joué. Souvenir, souvenir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc Goku va se battre contre ces nouveaux humains artificiels. Là, il va être rejoint par Trunks et un petit peu par Gohan qui vont essayer de sauver les gens parce que oui, la manière dont arrive numéro 14 et numéro 15, elle est vraiment très impressionnante et puis ils semblent tellement indestructibles, on a l'impression que rien ne peut les atteindre et puis voilà, il y a vraiment, et ça j'insiste dans ce film, je trouve qu'il y a vraiment de belles chorégraphies. Bah, c'est La manière. C'est surtout Ouais, la mise en scène de l'arrivée des cyborgs où tu les C'est vois, ça. ils défoncent un bus avec Ah un bras oui. et tout. Ils prennent l'ascenseur tranquillement. J'ai bien aimé tout ce Ah, passage-là. oui, la phase de l'ascenseur, je pense que on a tous rigolé là-dessus, quoi. Ding ding, vous C'est avez de clair. partout, quoi. Et puis c'est marrant de voir que Son Goku il est à l'étage où pas loin, il entend rien du tout. C'est marrant quoi. Bah, vu qu'ils ont pas de ki, donc forcément ils peuvent pas Ouais, déceler ça. Donc du coup ils en ont un petit peu profité sur cette première partie. Et donc là vous vous dites, mais attendez, oh, ça va être encore un combat sur Terre. Oh là là, ça va encore se passer dans le désert, dans des roches. Oh là là. Alors que dans l'autre non. film c'était le truc Namek. Et bah non. Pour bien sentir l'originalité, bah, ce qui s'est passé, c'est que ça va se passer au pôle Nord, ou en tout cas dans des zones glaciales qui font écho peut-être avec le générique Etchala, tiens d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à part Goku face au Red Ribbon avec la tour du muscle, eh ben, on n'avait jamais vu combattu entre guillemets dans Dragon Ball Z, donc dans ce type d'endroit. Donc c'était l'occasion un petit peu pour explorer de nouvelles choses et surtout, bah voilà, tous les combats dans Dragon Ball, c'est un peu au même endroit ou presque, j'ai envie de dire quoi, la manière dont c'est dessiné, dans un désert. Là c'était les îles de l'archipel avec celle, donc là. C'était original. Personnellement, moi, je m'y attendais pas du tout. Ouais, non, c'était pas mal. Moi j'ai bien aimé. Ça changeait un peu de décor. Quoi. On avait l'habitude de toujours d'avoir un peu les mêmes décors, quoi. Et là, bon, bah, ça change un peu. Ouais, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement avec le générique. Ouais, c'est pas mal. J'avais pas vu j'avais pas vu le truc arriver. Je sais pas, Docteur Ichi, toi, t'avais été déçu là, les zones glaciales. Non, puis de toute façon, on avait déjà eu les zones glaciales dans le deuxième film aussi. Ah DBZ. oui, je suis Ah bête. Oui, comme bah, c'était à bien l'intérieur. vu, ouais. Comme c'était à l'intérieur, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Ouais, tiens, Ouais, ouais. Et alors c'est vrai que moi à l'époque j'avais pas vu les premiers films. Hein. Moi, je crois que c'est le troisième film des BZ que j'ai vu. Ah ouais. Oui, en plus d'une manière pas très légale en plus. Oh non, pas vous. Non, pas moi. VHS, toute floue, non, c'est ça? Moi, Non, j'avais ça. c'était Oh là là, c'était dur. c'était une copie d'une VHS AK vidéo qu'un gars de ma classe avait fait et puis voilà. Je l'ai toujours. 25 ans après, je l'ai toujours quoi. Ah, moi aussi, on m'avait fait une copie des VHS de Dragon Ball, sauf que moi, c'était en noir et blanc. J'étais dégoûté. Mais moi c'est la seule que j'ai eue. Après j'ai tout acheté. Hein. Ah, ouais, pareil, j'ai tout acheté. Je me suis bien. Dès que j'ai eu un pouvoir d'achat, ça y est. Voilà. Voilà, les vieux.
Mais ça, c'est l'époque qui voulait ça aussi. Hein. Ah bah, complètement. C'était le marché noir du collège, quoi. C'était. Ouais, bah, je me souviens, j'avais, mais c'était des copies de copies, et du coup l'image Oh était là là. tellement Ah, floue, quelle horreur. c'était horrible, mais j'étais à fond dedans quand même. Ah bah, on a tous connu C'était ça. dingue. Pareil, t'avais le gars dans ta classe, hey, j'ai acheté le retour de Broly, et machin, vas-y, on le mate. Et en fait, chez lui, son magnétoscope ne pouvait pas le permettre de le voir en couleur. Du coup, tu voyais en noir et blanc, tu fais, oh, oui, mais c'est quand même en japonais, c'est quand même la C'est VO. Donc, génial, ouais. ouais, donc tu t'extasiais, mais en fait, voilà, aujourd'hui, tu trouveras ça tout minable. Mais tu sais que moi j'ai regardé les 3 Broly en. Non, peut-être pas les 3. Il y avait Ah, le premier et le dernier étaient en noir et blanc. Le deuxième passait en couleur. Et j'avais bien sûr les OAV du Dr Aichi. Et donc ça passait en noir et blanc quand j'allais chez mon père en fait. tout. Il avait un vieux magnéto et tout, c'était l'enfer quoi. Mais Ah, ça, t'étais c'était. content. Oh, bah ouais, t'étais content, tu faisais, oh, j'ai vu quelque chose de rare en japonais. Oh là là, je sais pas ce qu'ils Japonais en plus, ouais. Je sais pas ce qu'ils disent, mais ça a l'air vachement classe. Et, Ah, moi je les ai vus, moi j'avais vu ça en 96 quand le film 2 passait au cinéma. Bah, moi j'avais les VHS de Broly en japonais. ah, moi, je les avais déjà vus. Je les ai pas vus au cinéma, mais par contre, le retour de Broly, j'avais déjà vu, genre 94 en VHS, et c'est vrai que j'étais assez impressionné. Mais revenons au film 7. Oui, s'il vous plaît, là, devant cet un petit aparté là, pirate. Enfin, presque. Donc, le film 7, donc, nous avons le fameux numéro 13. Alors, si numéro 17 avait un foulard, numéro 13, lui, a une casquette. Bon, il la perd rapidement, malheureusement, mais qu'est-ce qui est classe avec? Qu'est-ce qui est classe? Donc là, on apprend que numéro 15 analyse tous les coups donc de Goku et que ces coups, bah voilà, ils sont répertoriés au laboratoire du docteur Gero. Alors le laboratoire du docteur Gero, on n'en a peut-être pas encore parlé, mais c'est grâce à lui que nous avons numéro 13, numéro 14, numéro 15, car il a poursuivi les études du docteur Gero après sa mort. C'est-à-dire qu'en fait, on a un truc assez spécial dans ce film, c'est que la première scène commence avec la mort du docteur Gero. Alors comme il n'y a pas Tenshinhan, je dis Tenshinhan d'abord, Trunks, Yamcha, n'importe quoi, Tenshinhan, Kuririn, qui sont supposés assister à la scène, moi j'ai souvent eu l'impression que cette scène, bah, c'est ce qui s'était passé, mais dans le monde alternatif de Trunks. C'est ce qu'on pouvait se dire aussi, mais on va dire que Parce qu'il n'y avait pas de numéro 16. Ouais. c'est ce qui se passe dans le film en fait. Voilà, parce Ouais, que tu dis voilà. oui, il y a pas de numéro 16, etc. Il y a une espèce de contre-jour aussi d'ambiance assez sombre Mm, dans cette scène tout à fait. qui fait que bah, tu reconnais pas l'épisode en fait. Ouais, ça a été fait différemment pour voilà, prendre des distances avec la série animée. Et donc on apprend que le docteur Gero est un petit farfelu parce il a des zones secrètes un peu partout dans son laboratoire. Ah, mais oui. Moi je pense qu'il y a plein de zones secrètes. Par-dessus il a fait un étage avec encore des zones secrètes et encore Ah une oui. zone secrète. Et puis Ah après ouais. t'as vraiment l'étage normal. Numéro 21 date du deuxième étage, monsieur. Après, il y a numéro 22, 23, 24. Non, mais c'est vrai que des fois, tu peux te poser la question, quoi, de comment ça a été fait. En plus, pas de chance, parce que c'est vrai que quand Cell indique ah oui, mais vous avez détruit le laboratoire, mais pas le sous-sol, donc c'est là où il y avait Cell. Donc tu peux te dire, peut-être qu'encore en dessous, tu avais numéro 13, numéro 14, numéro 15, quoi. Puis dans Dragon Ball Super on te sortira un arc où tu auras numéro 25 qui va débarquer, je sais pas d'où. Ah, pour les fans de Oh, ne Dragon... rigole pas, ça va arriver, c'est sûr. pour les fans de Dragon Ball Online, non, numéro 25, il n'a pas existé. Ah, je sais plus, tiens. Bon, tant pis. Donc voilà, les combats arrivent. Et là, nous avons un combat que j'aime énormément dans ce film, c'est Trunks versus numéro 14 et numéro 15. Je dois avouer que le combat en lui-même, les enchaînements, la manière dont sont faites les chorégraphies, j'aime tout ce combat contre Trunks, contre ces deux-là. À chaque fois où tu penses qu'il va contre-attaquer, t'as un numéro 15 qui derrière va l'attaquer en traître. Enfin, pour moi, la chorégraphie, tout est parfait, quoi. Même quand numéro 14 lui subtilise un moment son épée, c'est génial, quoi. Bah, il y a toute la mise en scène, il y a les bruitages aussi, la chorégraphie, tout ça c'est vraiment du plus. Et tu sens qu'il y a aussi un rapport de force entre Trunks et numéro 15, 14, non 14. Le baraquet, c'est le 14. 14, ouais. Et, que je sais plus ce que je voulais dire après, mais tu sens vraiment qu'il y a, il y a vraiment quelque chose au niveau de ce combat-là, quoi.
Ouais, c'est vrai, il y a de bien de beaux échanges entre eux, et c'est vrai que c'est très très fort. Alors que numéro 15, pardon, lui est plus en retrait justement, il est là vraiment pour l'attaquer un petit peu de dos, Trunks. Bah, c'est ça, bah, c'est ce qu'on voyait en plus avec Goku quand il faisait face aux deux humains artificiels sur la ville. C'est-à-dire qu'à un moment il essayait d'avoir numéro 14, puis derrière il se prenait un coup de poing surprise par numéro 15. Et c'est vrai que ce genre de truc, tu fais putain, mais en fait les gars ils se battent vachement bien quoi en fait ensemble. Ils ont bien été programmés pour combattre, quoi. Bah, moi, j'ai un petit souci avec, Ah. avec ce combat, je trouve. Enfin, avec les trois combats du Allez-y. coup, qu'il y a, même quand Vegeta arrive, je suis moins fan. En fait, ce film, j'aime beaucoup la première partie quand il y a un petit peu de tranche de vie, quand il y a un peu d'humour dans la ville. J'aimais beaucoup. Et dès que les combats ont commencé, j'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant. Ah, Et même si c'est vrai que les combats, les chorégraphies sont pas mal, il y a pas de souci. Mais après, je pense qu'il y a aussi un côté au niveau du design des personnages. Et à part ah, le grand paraquet, que je trouve super classe, les ouais. deux autres, je suis pas fan du tout. Même Ah, numéro 13. t'aimes pas numéro 13? Ah non, je sais pas. Ah, moi j'aime bien. Je le trouve pas terrible. Non, non. Ah, Et bon. le Les petit, couleurs. pareil, celui-là, j'aime pas du tout son Ah, design. ouais. Je le trouve un peu, je sais pas, un peu bizarre avec son gros chapeau là. Je suis pas fan. Et du coup, ça joue peut-être sur le fait Ah que mince. bon, toute cette partie de combat m'a un peu moins intéressé. Et, par contre, le moment qui m'a beaucoup plu, c'est la transformation des trois simultanés à peu près en Super Saiyan. Et là, c'était vachement cool. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est pourquoi numéro 15 doit boire de l'huile, ou enfin, c'est même pas ce qu'il boit en fait, à chaque fois. C'est un petit remontant. C'est peut-être un petit remontant, de l'huile, du lubrifiant, je sais pas ce que c'est. Ouais, Ouais, c'est vrai, peut-être. il y a eu plein de théories à un moment, c'était de l'huile ou quelque chose. Ouais, c'est vrai que c'était rigolo. Disons que ça faisait écho avec numéro 19. Numéro 19, avec sa fameuse boucle d'oreille, tu te disais, mais c'est un tic ou Oui, c'est vraiment un truc pour, c'est vrai. pour une technique? Et c'est vrai que ça faisait un petit peu écho, ces petits mimiques, quoi. Et Bah, d'ailleurs, je sais justement, pas si c'est le numéro 17 qui avait fait ça aussi pendant ce Ah, combat contre Piccolo, non? il me ça me semble dit qu'ils, de toute façon, ils le font tous, hein, Ouais. Ah ouais? et parce que oui, en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tous les Jinzo Ningen ont des créoles, en fait, des Ouais. boucles d'oreilles. Ils ont tous les mêmes. C'est vrai. C'est comme ça que tu les reconnais en plus. Donc méfiez-vous des gens aux boucles d'oreilles. Oui, méfiez-vous d'eux. Et je vais revenir sur le combat Trunks contre 14 et 15. C'est qu'il y a une scène quand même qui est quand même assez puissante dans ce film. C'est quand Trunks se retrouve sous la glace et puis qu'il en sort, tu sais, Ah oui, en ah, faisant j'adore. tout léviter autour de lui. Et puis tu sens vraiment, même en français, avec la voix japonaise et tout. Non, t'avais la voix japonaise qui était à ce moment-là, tu sais, Ah. quand il fait son ki là, Oh, j'ai pas vu depuis très longtemps VF. Ok. et qui fait tomber tous les petits morceaux de glace sur les deux, quoi. En mode, ouais, maintenant je me laisse pas faire, quoi. C'est clair. Ah non, c'était superbe. C'était super classe. C'était super classe. Et puis c'est vrai qu'après, là où je peux rejoindre Goten-kun, c'est vrai que le combat entre Goku et numéro 13, bah, j'ai jamais trop aimé par contre celui-ci. Surtout quand Goku il est en mode normal quoi en fait. Bah disons qu'il subit les moqueries de l'arrogance de numéro 13. Je préfère d'ailleurs largement en VO que quand c'est Eric Legrand d'ailleurs, cette forme d'arrogance. Mais je sais pas, je me dis en fait que ok, t'es dominé Goku, mais tu peux te transformer en Super Saiyan. Et c'est pour moi l'un des points faibles peut-être du film, c'est qu'en fait, bah il se transforme trop tardivement en Super Saiyan parce qu'ils ont tellement mis un point d'honneur à ce que Vegeta arrive et qu'ensuite, ah oui, mais on va les transformer en trois, tous les trois en même temps, ça va être beau. Bah du coup, ok, la scène est belle, mais d'un côté tu dis, ouais non, vous avez un peu tardé quoi, vous auriez pu vous transformer dès le début quoi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Pendant le combat, on se demande mais pourquoi tu te transformes pas, quoi? Dépêche-toi. Et il se fait un peu latter alors qu'il aurait pu se transformer direct, quoi. Mais bon, après, c'est pour la mise en scène de la transformation, ils ont fait ça comme ça, je pense que.
Avec cette superbe musique. Ah oui. Bon, bref, je l'adore cette musique, elle est géniale. Et puis après, t'as Gohan et Kuririn. Alors, Gohan qui n'a jamais rien servi dans tout Dragon Ball, mais alors là, j'en profite parce qu'il n'y a pas un Belge avec nous pour le dire. Et donc là, et au moment où elle a dit oh, regarde, ils sont transformés tous les trois en Super Saiyan. Donc, oui. Mais c'est vrai que Gohan et Kuririn, blague à part, ils ont vraiment Oui. le pire des rôles dans le film. Ah Je là, crois c'est les ressorts comiques un peu, quoi. Et Ah, je suis pas Il fan de la, glisse, bon. je suis pas fan de la tenue de Gohan aussi. Ah oui, non, c'est... Donc voilà, cher ami auditeur, si vous vous demandez pourquoi Shonen Gohan n'est pas sur ce podcast, vous avez une partie de la réponse. Gohan ne sert à rien, comme dans tous les films. Mais par contre, pour l'arrivée de Vegeta, je pense, pour moi, c'est l'une des meilleures arrivées dans un film de Vegeta en fait. Alors moi, je dirais que c'est l'une des meilleures variations musicales de Vegeta. La musique qui accompagne Vegeta à ce moment-là, elle est divine. Ouais, parce que tu as tout, bien encore la mise en scène, mais c'est vraiment l'espèce de tension, je sais pas, d'effet de surprise, etc. Et puis tu te dis, puis aussi la façon de parler, même en français, quoi. C'était Patrick Borg avait très très bien fait le dialogue à ce moment-là. Eric Legrand ou Patrick Borg? Patrick Borg, tu sais, parce il te fait Vegeta, Ah, tu sais, t'es d'accord. surpris et tout, et c'était vraiment très très bien fait. Enfin, on était vraiment dedans, quoi. Je suis d'accord. Et c'est vrai que moi, mon arrivée préférée de Vegeta, ça reste comme le film avec Bojack. Mais c'est vrai que celle-ci est pas mal. Elle est vraiment très bonne. Alors, j'aime beaucoup Bojack, mais le problème de l'arrivée de Vegeta, c'est que quand il se transforme, la première fois que tu le vois, tu comprends pas ce qu'il dit en fait, Ah, en VF. ah en VF. Ah, bon, Ouais. franchement, moi, je suis parti sur la VO. Mais ouais, je comprends. Moi, j'adore en fait, c'est que en fait, il y a Vegeta qui arrive et t'as les deux sbires de Bojack, Bido et Bujin, et en fait, il met son ki et puis après, ça semble les effrayer et il s'élève au-delà pour dire ah, vous ne me valez pas. Et c'est pour ça que j'adore cette scène en fait. Mais bref, revenons au 7. Donc effectivement, Vegeta arrive et là donc nous avons 3 combats contre 3 humains artificiels. Donc et malheureusement, c'est vrai que le combat entre numéro 15 et Vegeta, ouais, j'ai toujours trouvé un petit peu bâclé. Enfin, je trouvais que c'était le moins passionnant des 3, malheureusement. Parce qu'il est beaucoup trop rapide, et finalement, c'est celui qu'on voit le moins, forcément, puisque le Vegeta arrive en dernier. Bah, c'est surtout que Vegeta il se retrouve contre on va dire un abo. Tu vois, c'est pas, Déjà, il est pas très grand, Vegeta, alors forcément. c'est pas, on va dire, c'est pas le charisme en fait. C'est Ouais. un peu un, comment on appelle ça? C'est pas très logique, on va dire. Mais c'est vrai que c'est très drôle, c'est la manière dont numéro 15 occupe-toi de Vegeta, puis t'as le gars qui glisse sur la neige, quoi. Enfin, c'est la manière dont Vegeta le regarde, c'est vrai que c'est très drôle, quoi. Ce passage m'a toujours bien fait marrer. Ah, les deux passages où il tombe dans la neige. Oui, il y en a deux, effectivement. Ça aussi, c'est une sorte de mimique que Oui. j'aime plutôt bien, ouais. Mais bref, vive numéro 15. Et donc Parce que- voilà, ils vont... Oui, pardon, vas-y, je t'écoute. Parce que ouais, après t'as Trunks qui est contre numéro 14 et tu sens que le combat pour lui, même s'il y en a qu'un, c'est dur, tu vois, c'est pas, il a du mal à s'en défaire quoi. Ouais, complètement. Complètement, et puis après arrive le grand bouleversement, ça y est, il se transforme en Super Saiyan. Et donc là, ça y est, la situation redevient équitable pour les héros, et mieux, ils vont pouvoir les vaincre. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où numéro 14 a des expressions assez... en gros, assez humaines, puisqu'au moment de mourir, numéro 14 fait une tête, de toute façon je mettrai sur la vidéo, mais c'est rigolo, quoi, pour quelqu'un qui ne dégageait aucune expression, quoi. Numéro 14, oui, et puis il se mange un morceau de glace sur la gueule en plus, à ce moment-là. Et exactement, voilà. Et puis il y avait le numéro 15 aussi avec son rire justement métallique au moment de mourir. C'est vrai que c'était assez drôle. C'était assez drôle. Donc ouais, non, c'était quand même de belles fins de combat, je trouvais. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'étais content quand même qu'ils vas-y. meurent les deux méchants. J'étais content qu'ils en finissent avec ces personnages. On sentait que c'était un petit peu les seconds couteaux quand même par rapport à numéro 13. Donc bon, on se doutait que ça allait arriver. Et bon, par contre, après le coup de l'absorption, c'est vrai que je me souviens que j'avais été étonné de voir ça. Je m'attendais pas à ça en fait. Bah, après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que
on va dire la scène où il se débarrasse des cyborgs, en fait, ça fait très samouraï, en fait. C'est très, ça se joue sur une seconde, en fait. C'est le coup décisif et c'est terminé. Et pour les deux, hein, pour Vegeta et Trunks, quoi. Le coup d'épée de Trunks, super. Super. Ouais. Qu'on le voit, il se découpe juste après, c'était parfait. Avec la petite gerbe de sang qui, du coup, sur le visage. Ah, puis la pose que Trunks y prend et tout, et derrière l'autre, il coupe en deux, c'est génial. Bah, c'est surtout, il remet son épée, schling, hop, Ouais, et puis l'autre, il c'est tombe en classe. vrac, quoi. La chorégraphie du samouraï. Ah non, c'est vrai que c'est super classe. Mais ouais, et donc nous avons entre-temps Piccolo qui arrive. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait Piccolo. Je me suis Piccolo, qu'il est arrivé. et c'est vrai que Piccolo, bah lui aussi, hein, enfin, mais il sert beaucoup plus que Gohan et Kuririn, mais effectivement, il est mis en retrait, et je crois qu'il se passe quelque chose là, qui n'est pas dans le VF, monsieur Dr. Echai. Ah, tu veux dire la deuxième censure? Allez-y, monsieur. Oui, c'était un passage qui n'existait pas dans la première version d'Aka Vidéo. C'est que tu as une réplique qui avait sauté à l'époque, mais qui avait été doublée, hein, pourtant à l'époque. Et dans lequel Piccolo disait ce ne sont pas des misérables robots comme toi qui vont m'impressionner ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, je crois que c'était tout, hein. C'était vraiment un tout petit passage. Je me souviens pas du tout qu'il y avait une censure à ce niveau-là. Bah moi en fait j'avais découvert cette censure c'était avec l'anime comics justement, parce que je voyais, il y avait un dialogue, je me dis mais tiens ça y est pas dans le VF, et c'est vrai que c'était une censure curieuse parce que il y a rien de violent en soi, donc du coup je trouve ça étonnant. Je crois que ça doit être un défaut de pellicule ou quelque chose comme ça, parce que c'était bizarre. Mais surtout, ce qui était bizarre, c'est que tu sais pas pourquoi ça a été coupé en fait, parce qu'il y a rien de. Non, bah oui, c'est ce que je viens de dire, il n'y a rien de violent ou quoi que ce soit, donc voilà, donc cher ami auditeur, c'est vraiment un petit truc de puriste, voilà, si vous voulez briller pendant les repas de société, indiquez que le film 7, il y a des censures, je vous assure, vous brillerez beaucoup grâce à Dr. Echai. Et donc là, on va passer à la fusion, parce que oui, Cell était capable d'assimiler donc c'est les numéros 17, numéro 18. Eh bien, pour reporter ceci dans le film, eh bien, numéro 13 va reprendre les données de numéro 14 et numéro 15. Et il va se transmettre en la fusion de Blanca et d'un Schtroumpf pour donner lieu à Super numéro 13. Je pense que la référence à Blanca est quand même évidente, hein, avec cette transformation. J'ai toujours pensé au Schtroumpf et à Blanca, moi. Je crois que ça vient de Console Plus, ça, ce mélange. Mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord. À l'époque, on l'appelait la bête bleue, nous. La bête bleue, pourquoi? Parce qu'il était bleu. Oh, bon, d'accord, juste ça, d'accord. Voilà, on l'appelait la bête bleue, quoi. J'espère qu'il y aurait une meilleure référence derrière. Non, rien du tout, c'est vraiment ça, quoi. Peut-être que c'est dans un comics qu'il y a la bête bleue. Bah oui, parce que comme on avait l'animé comics, tu vois, on lisait pas le japonais ni quoi que ce soit, on savait que c'était le numéro, mais à la fin on savait pas, c'était ouais, il se transforme en bête bleue, tu vois, avec les cheveux oranges, quoi. Moi, ça aurait été tellement marrant qu'il fasse la roue de Blanca dans Street Fighter. Dommage que personne n'ait jamais songé à faire un fanart de Super numéro 13 en train de faire la roue de Blanca. Ah, ça aurait été trop marrant. Je peux demander à des personnes. Oh oui, franchement. Ça peut se faire, ça, oui. Ça peut se faire, ça peut s'arranger. Vas-y, en tout cas, il y en a qui ont essayé. Ouais, faudra demander à Funio. Franchement, ça serait marrant, quoi. Le gars, il fait la roue. C'est à Goku. Putain, je vois trop bien la position. Et du coup, oui, bon, donc nous avons un numéro 13 qui n'a rien à voir. Alors, personnellement, je préférais l'apparence d'avant. Voilà, avec les bretelles. Et donc voilà, il est totalement intouchable. Et surtout, il donne des coups en dessous de la ceinture, monsieur. Oh là oui, ouf, ce coup. Oh, on a tous fait cet arrêt sur image. Aïe, aïe, aïe. On l'a tous fait cet arrêt sur image. Je pense que oui, on l'a tous fait. On a fait ah quoi. Mais tous ne l'ont pas remarqué parce que c'était une trouvaille à l'époque de dire ah bon, numéro 13 il fait oh putain, le gars il a fait une capture d'écran, regarde. Et les autres ils faisaient oh mais t'as raison, regarde, il lui donne un coup dans les.
C'est vrai que c'était Oh, assez... c'est assez visible quand même. Bah, le- le non pire, c'est que tu vois, il donne un coup de poing bien placé, Ouais, mais c'est surtout, c'est dans le choc, tu vois, que Coucou se détransforme. tu vois quand même l'aspect du truc, tu vois, je vais pas te détailler, mais Voilà. tu vois deux petits trucs quand même dans le choc, quoi, dans la frame du choc. Je me demande pourquoi aucun autre personnage a songé à faire ça d'ailleurs. Mais c'est vrai que la violence des coups de numéro 13, elle est vraiment violente. Et elle me rappelle un certain personnage qui apparaîtra un petit peu plus tard dans les OAV du Dr. Echi. Parce que quand je songe à la violence des coups numéro 13, elle m'évoque beaucoup Ayach également. Hachiak. Ayachiak, j'arrive jamais à dire les noms. Hachi et Yaku. Hachiyak, pardon. Et je trouve qu'il y a quelques similitudes dans la violence des coups entre les deux. Bah disons que Hachiyaku, lui, c'est le perso qui est là pour tuer en fait. Il se pose pas la question, je vais te sortir une réplique et puis voilà. C'était vraiment la bête pour tuer quoi. Bah, c'est ce qui transparaît aussi avec numéro 13, c'est-à-dire que chaque coup est calculé, chaque coup est... Ok, d'accord. La manière dont il achève Vegeta en premier et tout, parce que oui, Vegeta se fait avoir toujours en premier. Ça a Chiyak aussi. Et puis après, tu as Trunks qui se fait avoir très bêtement. Kurin, alors là, c'est le pompon, j'en parle même pas, quoi. Mais donc voilà, c'est une sorte de Terminator, ce mec-là. C'est vrai que ça pourrait évoquer Terminator d'ailleurs, je pense aussi. Bah de toute façon, tout l'arc des androïdes des Jin Zoningen Bien sûr. était inspiré de Terminator. Hein. Bah, complètement. Exactement. C'est John Connor, c'est Terminator. Ah bah c'est Trunks, c'est voilà, évidemment. Mais là tu te dis putain la violence des coups c'est assez dingue. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on aurait probablement plus d'ailleurs. Oui c'est sûr. Oui. Après c'est pas très sanglant. Enfin il y a vraiment pas de sang dans ce film en fait quasiment. Il y en a beaucoup moins que pour le Dr. Echi, ça je suis d'accord. Qui lui était un marché pour les OAV donc il pouvait se permettre, oui. Et autre chose que j'ai envie de dire sur ce film, c'est que c'est un petit peu le début des ennemis qui n'ont plus de texte, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Bojack est pas très bavard. Non, mais je rigole. Je veux dire, par exemple, avec la bête bleue. Achiak, avec Broly, oui, je suis d'accord. Achiak, etc. Même Bio Broly. Ouais. C'est le début des ennemis qui n'ont plus de répliques, qui n'ont plus de répartie, qui n'ont plus de background, quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez que Majin Buu pur s'est inspiré de ça, de cette mode? Bah malheureusement, oui. J'ai envie de dire oui. Toriyama aurait repris les films, incroyable. Scoopou. Ils sont canons. Mais c'est ça le problème, c'est que tu avais une époque dorée en fait de DBZ où tu avais Broly, tu avais machin, tu avais Cell qui vraiment sortait des répliques, etc. Et à un moment, bah il y a eu ces films justement avec la deuxième génération. Et bah t'as Hildegard, t'as Janemba, etc. Et puis c'est vide quoi. Au niveau dialogue, il y a rien quoi. Ouais, c'est vrai que quand on fait le rapprochement, c'est très intéressant. Et Majin Buu pur suivra effectivement ce chemin-là dans le manga, donc c'est assez étonnant comme choix. Après, je sais pas hein, si c'est par rapport aux méchants qui ont été introduits dans les films, je sais pas si c'est lié à ça, mais oui, ça suit cette logique en tout cas. Ouais. Et c'est vraiment à partir du film 7 où tu vois l'apparence de. Enfin, où tu vois l'apparition d'un personnage vide de texte en fait. C'est vrai que c'est une bonne analyse. Alors j'ai une question à vous poser d'ailleurs. Mais là, pour revenir à numéro 13 qui est indestructible, Piccolo va essayer de se frotter à numéro 13. Je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous ne pensez pas que les coups de pied que donne Piccolo à numéro 13 en vain, eh bien vous ne pensez pas que les développeurs de jeux vidéo s'inspireront de cela à partir des Butoden? Parce que à partir de Butoden 2, Piccolo a toujours une sorte de jeu de jambes en l'air. Et ben pour moi, je pense que c'est inspiré de ce film-là. Je pense que la référence vient de là. Merci. C'est possible, je t'avoue, moi perso, les jeux, je suis pas trop, spécialiste, on va dire. D'accord. Donc ouais, je pense que Dr. Hiroshi pourra Alors, répondre un peu mieux que ça. Ah, moi je suis assez d'accord avec toi, mais je n'avais pas vu le rapprochement jusqu'à ce que tu le remarques en fait. Ah, bon bah voilà, j'aurais découvert quelque chose qu'il ne savait pas.
Ouais, non, je suis assez d'accord en fait. Ouais, c'est vrai que quand j'ai vu le coup de pied, je me dis, ah mais en fait les jeux vidéo ils ont repris ça. Parce que contre le combat contre numéro 17, tu vois pas Non, il y a jamais forcément ça. ça. Ouais. Donc oui, ça peut venir de ce film, éventuellement. Éventuellement. Et donc, bah écoutez, le film avance. Goku, après des coups sous la ceinture, bah voilà, il va acculer, il va faire le Genkidama. Et alors là, nous allons avoir une très belle musique. Alors, Mitsumi, malheureusement, n'est pas là, mais il nous parle souvent de cette musique-là. Et effectivement, cette musique en chœur, qui est pour lui, d'ailleurs, je rends hommage à notre ami Mitsumi, qui est une de ses musiques favorites de tout Dragon Ball, sa musique favorite du Genkidama, vous de cette musique-là, justement, qu'on peut réentendre lorsque celle concentre son énergie pour se battre sérieusement face à Gohan. Vous en pensez quoi de cette musique? Est-ce que pour vous aussi, c'est une des plus belles? Alors moi, je la trouve vraiment magnifique cette musique. Ouais. Et bon, pour le Genkidama, après, c'est vrai qu'on a plus, on entend cette musique, on pense tout de suite au Genkidama. Après, c'est sûrement vis-à-vis des films, mais c'est vrai que cette musique, quand j'entends cette musique, je pense tout de suite au Genkidama, même si c'est vrai qu'on l'entend au Cell Game à la fin. C'est vrai qu'elle est belle, elle est vraiment émouvante cette musique avec les chœurs et tout. Enfin, c'est une très bonne finalité pour le Genkidama. Moi, elle m'a toujours plu cette musique. Oh, moi j'adore cette musique, hein. Ça te transmet des émotions en même temps. Enfin ouais, tu l'entendais deux fois peut-être même plus dans le Cell Game. Tu disais avec le moment où Cell déploie sa full énergie, son full power. Et dans le Kamehameha final aussi, père-fils, tu l'entendais aussi. Et je me demande Tout si à fait, oui. tu l'entends pas aussi à un autre moment. On l'entend juste avant que Gohan balance son Kamehameha. Et Ah oui, c'est vrai, oui. en fait, elle est coupée vraiment quand Oui, c'est vrai. il balance Bien joué. l'attaque. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à penser au Genkidama qu'à cette scène-là, mais c'est vrai qu'on l'entend bien à ce moment-là. Ah ouais. Ah, c'est la musique. Alors moi, je suis très attaché au thème du Genkidama du troisième film avec Tulis, mais c'est vrai que je reconnais que cette musique est extrêmement belle, ça c'est clair et net. Et donc, oui, il va se passer quelque chose d'assez impressionnant. Alors déjà, on a un dialogue de Trunks assez long pour dire que dans son futur, numéro 13 n'existe pas, machin, tu dois partir, tu dois dégager. Ce dialogue, je crois que beaucoup ont salué le dialogue de Takao Kusao sur ce passage-là. Et c'est vrai que la manière dont numéro 13 se débarrasse donc de nos héros, moi ce qui m'a toujours fait marrer, c'est Piccolo par exemple. Piccolo, comment il se sert de numéro 13, il porte son corps pour dévier la fameuse boule d'énergie qu'il allait envoyer à Goku. Enfin, ce passage, je le trouve plus marrant que héroïque, c'est un peu dommage. Et donc nous avons la résultante du Goku Genkidama plus Super Saiyan. Alors c'était une nouveauté à l'époque, vous en avez pensé quoi de ça? Vas-y, Goten, je te laisse parler. Je répondrai après. Non, vas-y. J'étais en train de revoir la scène justement de Trunks quand il parle du futur. Alors, Il moi, dit que dans 20 ans, tu n'existeras plus sur Terre. quand j'ai vu cette scène la première fois, enfin déjà j'ai vu Goku qui demandait de l'énergie, mais le problème c'est que j'avais vu Broly avant, le film Broly, et j'ai fait oh non, il refait la même chose. Redemander l'énergie, ça va mettre 15 ans, etc. Ça va être super long. Et là, je fais ah non, c'est quand même mieux fait, c'est quand même beaucoup plus rapide, et ah, c'est pas pareil. Donc j'étais quand même étonné, et j'ai plutôt dans le bon sens, parce que tu avais un Genkidama, et tu te dis ouais, il va peut-être le lancer, ou tu sais pas quoi. Enfin, moi, à l'époque, je connaissais pas trop le Genkidama, et là, tu vois, il absorbe l'énergie, tu fais waouh, mais c'est quoi ce truc-là et tout. Et il a une espèce d'aura, comme si, en fait, comme si c'était le soleil, en fait, et comme si quand tu rentrais dedans, t'étais désintégré, quoi. T'avais beaucoup de puissance dans cette aura destructive, dans ce globe. Et il y C'est a vrai. surtout euh, le... Qu'on appelle ça merde, comment on appelle ça Le ki, l'aura,
Non, non, mais la tête de Goku, en fait, tu vois, La tête du chien enragé. l'expression du visage, tu sais, quand il est enragé, etc. Ah, Et surtout, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'effet d'absorption, tu vois. Tu sais, t'as un effet d'absorption comme s'il absorbait toute l'énergie, t'as tout l'espèce d'aspiration et tout, ça c'était... j'avais vraiment apprécié ce truc-là. ouais, c'est vrai La que scène est belle, c'est vrai que la scène du Genki Dama est magnifique. Et je trouve que ça donne un côté unique à Goku par rapport aux autres s'ils maîtrisaient le Genki Dama par exemple. Et Krillin parle bien du fait que on doit être pur pour utiliser le Genki Dama et être Super Saiyan, c'est justement contraire à ça. Et je trouvais ça beau de voir Goku maîtriser le Genki Dama en Super Saiyan. C'était beau, je trouve. Alors, moi, ce que j'adore, c'est que Krillin, tu sais, il dit ça, mais il a jamais vu que Caillou, en fait. C'est vrai. Tu vois. Donc, ouais, il faut avoir le cœur pur, hein, mais... Oui, c'est vrai. Ouais. toi, il paraît que c'est vrai. Mais c'est vrai que ce dialogue, je me rappelle qu'il était très... Comment dire ça? Ce dialogue était très populaire parce que tout le monde disait « Ah oui, mais c'est incohérent parce que Goku, il n'a pas le cœur pur quand il est en Super Saiyan. » Et c'est vrai que ce dialogue, il avait fait mouche et tout le monde le ressortait à un moment à tout bout de champ sur les forums. Ça, je me rappelle très bien. Ah ouais. Ah oui, sur l'union sacrée, sur plein de trucs. C'est vrai que c'était... Pardon, c'est vrai que j'étais assez surpris, ouais. Mais en soi, ce que dit Kurin, oui, c'est pas faux. Bah après, est-ce qu'il est... Enfin, il a toujours le cœur pur, seulement il est en colère. C'est la Ouais. différence, tu vois. Mais Puis je pense bon, que... il a maîtrisé l'état aussi, parce que quand il s'est transformé la première fois sur Namek, il était vraiment, il a échangé de caractère plus ou moins, il était vraiment bestial, il était devenu vraiment un Saiyan, alors que depuis il a maîtrisé cet état, je trouve, et enfin je pense, et du coup bon, le fait qu'il puisse utiliser le Genki Dama sous cette forme, je trouve pas ça choquant. Hein. Ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que c'est une nouveauté. Pour Kurin, par rapport à Kaio, je pense que la discussion fait écho avec le fait que Kaio avait conseillé Kurin au moment où il lançait la boule du Genkidama Ouais, sur Vegeta. ouais. Donc à mon avis, je pense que ça doit faire écho à ça, le dialogue de Kurin. Mais après, dans le fait... Non, moi je trouve ça original. C'est vrai qu'il fallait faire autre chose qu'un énième Genkidama, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu habitué à ça avec les films, donc pour un peu donner un peu de l'originalité. Oui, ça change un peu. Ouais. Oui, ça change un peu du Genkidama et hop, l'ennemi meurt. Donc là, au moins, t'as un coup de poing assez savoureux, je dois dire, qui fera un peu écho avec celui de Broly plus tard. Enfin, c'est-à-dire Oui. que Broly reprend un peu cette idée-là, je trouve. C'est-à-dire une sorte de duel samouraï. Enfin, ce fameux, le dernier coup, en fait. C'est une sorte de, comment ça, de deathmatch. Comment ça s'appelle ça dans les jeux vidéo? Une death battle? J'ai oublié le nom que ça porte. Mais grosso modo, t'as un point de vie. Le premier qui frappe a perdu. Donc pour moi, ça m'évoque vraiment ce cas-là. C'est un duel de cow-boy, en fait, c'est, on va dire, quelque part. Oui, c'est bien résumé, tout à fait. On peut résumer ça à ça, hein. C'est le dernier duel. Premier qui tire a perdu. Enfin, le premier qui tire a gagné. Et puis voilà, quoi. Ouais, Mais non, ouais, c'est un peu ça. Pardon, vas-y. mais oui, oui, il fallait bien qu'il trouve quelque chose d'original pour ce film. En technique, il y a même pas un seul Kamehameha, il n'y a pas un seul Makako Sampo, il n'y a pas un seul Gariko, au niveau des techniques énergétiques, c'est assez limité en fait. C'est vraiment C'est du beaucoup de corps à corps à corps, hein. corps, ouais. Ouais, ouais. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien là, au niveau des combats. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord, il y a beaucoup de corps à corps, et c'est vrai que pendant très longtemps, moi, c'est vrai que j'ai longtemps douté à ce que numéro 18 et numéro 17, bon, après, j'avais pas encore tout vu Dragon Ball Z à ce moment-là, qu'ils étaient capables d'effectuer des boules d'énergie. Parce que c'est vrai que quand tu vois numéro 17, numéro 18 face à Vegeta et les autres terriens, ils en font très peu. Ce n'est que bien plus tard, quand je voyais que numéro 18 essayait d'envoyer des Kikoa sur Cell pour le repousser, où là, je me disais, ah, si, en fait, ils savent en faire. Mais à un moment, j'ai vraiment cru que non, ils savaient que se battre au corps à corps. Après, je pense qu'ils étaient tellement supérieurs à Vegeta, Piccolo, Tenshinhan que du coup, ils avaient pas besoin de ça, je pense. C'est vrai. Bon, Tenshinhan, je sais pas, il aurait fait son Shin Kiko. Et ça marchait contre Cell, absorbé par numéro 17. Ah, c'est pas faux. Ouais, j'en sais. Et puis il faut dire aussi que dans l'arc des cyborgs, ils sont en supériorité au niveau rapport de force, donc ils n'ont pas forcément besoin de faire des attaques énergétiques. C'est vrai, c'est exactement ce qu'on pourrait dire, je suis d'accord avec ça.
Et donc voilà, en tout cas, comme tu as dit, au niveau musicalement parlant, oui, les musiques de Kikuchi, elles sont vraiment très très bonnes. Elles sont, ouais. Il y a une musique que j'aime énormément aussi, c'est cette musique où les trois Super Saiyans sont en train de se battre contre les humains artificiels. Et puis après, tu as le fameux duel entre numéro 13 et Goku. Et cette musique qui est utilisée lorsque Vegeta essaie d'avoir Perfect Cell en lui lançant des vagues de Kikoa, et en fait ça ne sert à rien. Et après, tu as celle qui arrive derrière, bien joué Vegeta, ça a failli marcher. Et après, tu vois que Vegeta il commence à s'énerver de plus en plus. Et cette musique-là, je la trouve exceptionnelle. Et c'est vrai que je l'ai écoutée des milliards de fois, quoi. Ah, celle-là, elle est magique, celle-là, ouais. Je suis d'accord. Ah, je l'adore cette musique. Et je crois qu'elle accompagne aussi le combat entre Goku et Arca là, dans le tournoi de l'au-delà. Mais non, c'est vraiment une excellente musique. Et c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec Dr. Echi. Non, musicalement, je suis d'accord. Il y a vraiment du très très bon. Arca ou Aqua? À quoi pardon. Arca, c'est dans la VF. Ah, voilà. Pour une fois que je dis les noms VF, vous pourriez me suivre. La mauvaise foi. Donc voilà. Mais concrètement, c'est vrai que c'est pas mon film préféré, je vous le dis clairement. Je dirais que c'est un film qui fait le taf, mais c'est pas mon préféré. C'est pas le plus bas du panier, mais c'est pas un film que j'aime. C'est un peu comme le film 5 en fait. C'est des films que j'aime bien, qui sont fun, mais c'est pas ceux que j'ai le plus envie de revoir en réalité. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je le trouve assez moyen comme film. Il est sympa. J'ai beaucoup aimé la première partie et la fin. Mais sinon, bon, c'est assez, on va dire, c'est assez banal comme film par rapport aux autres. C'est vrai, malheureusement. Mais il est pas mauvais non plus. Hein. Il y en a que je trouve mauvais et celui-ci. C'est lequel que tu trouves mauvais? Je déteste le film 2. Je sais pas pourquoi. Ah, pareil. Je l'aime, c'est celui que j'aime le moins. Je crois que c'est le préféré de Genki. Ah, je l'aime pas du tout le 2. J'aime pas celui-ci, j'aime pas Bio Broly, mais bon, faut dire que je l'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai jamais revu. Et comme Mizumi et Shonen Gohan n'arrêtent pas de m'en parler, de m'en dire du bien, faudrait que je le revoie pour me faire un nouvel avis. Mais voilà, j'aime pas trop non plus le film Janemba. Je suis pas fan du tout. Non. Ah non. Les goûts, les couleurs, monsieur. Vous avez bien parlé. Mais bon, passer après Garlic, de toute manière, on peut pas. Voilà. C'est vrai que le film 2, en matière de design, là, Minoru Maeda, en matière de design, ce qu'il a fait sur le film 2, j'ai jamais aimé, quoi. C'est-à-dire que les Bioman ressemblent trop au Basai Bayman, la créature jaune ressemble trop à Dodoria, avec le gars, en gros, du Red Ribbon. Enfin, c'est vrai qu'en termes de design, c'est vrai que le film 2, je le trouve pas extraordinaire. Et je pense que c'est une sorte d'aveu que Toyama fasse le design des antagonistes très vite, parce qu'au fin de compte, ils se sont dit peut-être que ça fonctionnait mieux si c'était Toriyama, et au fin de compte, c'est vrai, c'est ce que je trouve. Même si j'aime beaucoup les sbires du film 3 et du premier, la plupart, malheureusement, oui, le design n'était pas toujours fabuleux. Dans le film 2, c'est vrai que c'était du déjà vu, quoi. Il y avait rien d'original, je trouve. Ah oui, le gars qui se téléportait, c'était Piccolo, sauf que là, les antennes, ils n'étaient pas sur le front, mais au niveau des joues. Enfin, ah non, c'est vrai que l'autre, il ressemblait. Ouais, non, Rikum, il n'existait pas encore, mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté Rikum avant l'heure. Ce qui transformait les choses en glace, mais ouais. Non, c'est vrai que c'est pas. Mais pourtant, j'aime beaucoup numéro 14 et numéro 15. D'ailleurs, quand Raging Blast 2 était sorti sur PlayStation 3 et Xbox, j'arrêtais pas de les prendre, et ils étaient très très forts d'ailleurs. Ils étaient très très bons. Donc c'est vrai qu'ils les avaient utilisés sur les jeux vidéo. Ouais, ils les avaient utilisés dans un jeu de combat, en tout cas la seule fois unique, c'était dans Raging Blast 2, ils étaient très forts, et j'adorais aussi Dore Inaizu du Tokusentai de Sosa, ils étaient aussi très très forts. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est des personnages qui pourraient mettre plus souvent dans les jeux vidéo, à part dans les Dragon Ball Heroes. Mais il n'était pas dans le... C'était quoi? C'était dans le Sparking numéro 3, il y était pas? Non, justement, c'était la plus grande escroquerie, enfin entre guillemets, c'est que tout le monde attendait les sbires de Bojack, Dore Inaizu et numéro 14, numéro 15, et alors qu'on était sûr, on va avoir forcément l'une d'entre eux, et on a eu numéro 8. Et quand t'as numéro 8, tu te dis, putain, on aurait presque pu avoir les humains artificiels s'il y avait eu numéro 13, numéro 4, non, numéro 13 c'était là, numéro 14 et numéro 15, parce que c'était les deux seuls numéros manquants, et de Sparking Meteor et de Tengeishi 3, et on était tous dégoûtés, quoi. Et donc voilà, c'était des petites énervements d'époque. Dire qu'ils avaient mis Harale et bordel. Et Akuman.
Ah, putain, Ah oui, sérieux? Aquaman, oh, t'es génial. Ah, il était cheaté ce perso. Bah oui, parce que... Vaut mieux, oui. Ah oui, parce que pour le mode histoire, là, tu le faisais affronter Freezer et il le tuait d'un coup, donc Ah ouais, forcément. quand même. Ah, c'était Ouais. génial. Bah, c'est vrai que quand il réfléchit bien, le scénario est excellent. Bah oui, Aquaman peut tuer les méchants d'un coup, quoi. Ah oui, oui. Oui. C'est dommage qu'on le voit pas un peu plus souvent, mais bon, tant pis. Ah, je vais bien ce perso. Ah, moi aussi, j'aimais bien. J'aimais bien Raleigh, j'aimais bien le village pingouin qu'ils avaient tout refait. Bon, on s'écarte, désolé. Mais non, c'était vraiment Sparking Meteor. On pourrait peut-être qu'on pourrait faire un podcast juste sur Sparking Meteor. Même si en ce moment, j'ai envie de me refaire Butokai 2, je sais pas pourquoi. Ah, de toute façon, il y a matière à faire sur Budokai 2. Hein. Oh oui, Butokai 2, il y a de nombreux secrets. Je sens qu'on s'écarte un petit peu de ce film. Oui, il y a encore des choses à dire. Pardon. Allons-y alors. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, que ce film, eh bien, à la toute image de fin, eh bien, il va y avoir une mode de la Toei Animation. Ils vont créer une mode, un petit truc, un petit gimmick à la fin des films, c'est de voir Piccolo et Vegeta, les deux rivaux, à la fin. Et oui, c'est ce film qui va le créer. Oui, sur la glace et. Avec un petit poisson qui saute. Là. Oui. Voilà, il y a Bojack aussi, on revoit ça. Ah, je me souvenais plus avec Bojack, Bojack qui avait... ils sont au-dessus de l'hôpital, ils sont tout au-dessus de l'hôpital. D'accord. Normalement. Et Broly, oui, Broly, effectivement, c'est moins subtil dans le sens où ils sont dans le vaisseau. Dans le vaisseau et tu les vois Ouais. les deux en train de se faire la gueule. Mais en même temps, ils avaient une bonne raison de se friter vu ce qu'ils se disaient juste avant, quoi. Donc c'était bien vu, quoi. Donc il y avait ça qu'ils ont créé, puis après, qu'est-ce que ce film a apporté au final, quoi. Bah, Un bon petit moment. c'est un tout. bon TV divertissement, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'était la première apparition de Trunks, et forcément, bah, ça a pas mal marqué. Bah, ça, Trunks, c'était un argument de vente, quelque Ah part, oui. ou de fonds de commerce, quoi, pour attirer des gens au Toei Animefare. C'est obligé. C'était un Tout à- personnage tellement populaire que Bien sûr. tu peux pas faire un film sans lui, quoi. Si Vegeta était la vedette du précédent film, là, c'est vrai que Trunks ne vole pas vraiment la vedette, parce qu'il a un rôle, il a beaucoup de paroles de texte déjà, ça c'est vrai qu'il faut le dire, mais c'est vrai qu'il y a de beaux combats. D'ailleurs, je peux le dire, mais la cover du film, donc celle des Animefare, où tu vois donc les trois Super Saiyans face à numéro 13, avec Goku, avec le fameux coude à coude de Goku, qui sera peut-être repris sur le film Battle of God, entre Goku et Beerus, ce côté, enfin, la typologie de cette jaquette, mais c'est vrai que je l'aime énormément cette cover là du film 7. C'est peut-être l'une de mes favorites, je pense d'ailleurs. Et d'ailleurs, Trunks, tu le vois dans les films d'après, hein, il est tellement mis en avant qu'ils vont le faire évoluer au niveau de son style, quoi. Ah, complètement. Oui. Complètement. Non, Trunks a toujours eu de très bons rôles par réalisateur des films de Dragon Ball Z. Et c'est vrai que son apogée, c'est le film 9, parce qu'ils se sont dit que ça serait sans doute la dernière fois qu'ils pourraient l'utiliser. Exactement. Et ça, c'est triste. Non, c'est vrai que c'est un très très bon personnage. Dans le film 8, il y a de bonnes réflexions, Trunks, autour de l'intrigue, autour de Paragus et tout. Donc on fera un podcast, je pense, sur le film Broly. Peut-être qu'on essaiera d'inviter Genki et les autres, comme on avait fait avec le film Broly de DBS. Et on essaiera de faire un petit truc revival, avec aussi les autres membres de l'équipe, Goten et les autres qui voudront parler de ce film, évidemment, histoire de le faire en plusieurs parties, parce que voilà, il y aura, je pense, beaucoup de choses à dire sur ce film. Très bien. On peut parler du merchandising, tout ça. Sur numéro 13, évidemment, la peluche de numéro 13. Allez, c'est parti. Non, c'était pas ça? Non, moi déjà ce qu'on a eu en France, on a eu les VHS, Oui, Daka Vidéo, mais on a eu bien sûr les sorties DVD bien après. bien sûr. Prochainement, on a les Blu-ray qui arrivent. Vivement. C'est annoncé les Blu-ray? Ah, Dr. Hachi, Oui. c'est à vous? C'est une boutade. Non, ça arrive, Non. t'inquiète. Ça D'accord. arrive. Ça Dr. Hachi arrive. est sur le coup, il est sur le coup, là, il prépare. Il sort du four et là, ça arrive. Non, c'est vrai que ça peut être pas mal. Ouais. Oh, Bah moi, je oui, me le prends. en fait, ça a été diffusé sur la chaîne Manga. Déjà. D'accord, ok. Donc tout Je savais pas. le matériel a été diffusé sur la chaîne Manga. Et donc, normalement, il y a plus qu'à, quoi. ça devrait sortir bientôt. Super, ouais. Une exclue. Je te donne pas de date ni quoi que ce soit, même si je pourrais te donner une date. Mais commence à économiser. Mais Ah, par contre, là, voilà, ça tu va peux piquer. commencer à économiser.
Je dis ça, mais moi j'ai acheté Captain Flame hier à 40 € là, grâce à Dr. Etchi Anime HD, donc voilà, ça y est. Voilà. Ah, c'est une scène de mon enfance, Captain Flame, hein, franchement. Et puis j'ai hâte de voir la VO aussi, la série en VO. Ouais. Mais bref. Donc oui, les films Dragon Ball Z, le merchandising, pardon. Oui, le merchandising. À l'époque aussi, on avait eu la cassette audio avec l'histoire racontée par Patrick Simpson-Jones. De quoi? Du film 7 là? Du film 7, oui. T'es sérieux? Mais oui. Mais oui, je suis sérieux. C'était sorti à l'époque avec un fascicule, etc. T'avais une cassette audio avec l'histoire du film racontée par. Mais t'avais même sur le film 6 aussi. Hein, est-ce que c'est aussi kitsch que le truc que j'avais ressorti là sur Senseiya là? Ah bah oui, sûrement. Oui. Oh putain, dommage qu'il n'y a pas de femme dans ce film. Enfin, ou très peu. Attends, Ah, c'est vrai, il n'y a que Chichi en plus. Oui, ouais, on voit que Chichi. Elle est bien relou d'ailleurs. Ouais, d'accord. Et il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années maintenant, on a eu l'anime comics traduit en français. C'est vrai. Merci Fedoua. Par Fedoua, bien sûr. Évidemment. Ah, c'est Fedoua qui s'occupe aussi des animés comics? Ouais, elle s'occupe de tout ce qui est Dragon Ball. D'accord. De base. Bah, c'est bien. Tout comme on n'a pas fait de point news, mais on peut effectivement indiquer à nos auditeurs, pour ceux qui l'ignoraient, les Days... Non, pas les Daisenshu, les... Docteur Ishii va le dire parce que j'arrive pas à dire le nom japonais. Les Shozenshu, non? Les Shozenshu, voilà, exactement, vont arriver en français. Donc c'est quoi ça c'est bien. C'est incroyable. C'est en fait, nouvelle, ça. C'est comme les Daisenshu, sauf que ça a été remis à jour. Avec des BS, ouais. Et c'est en 4 exemplaires. Enfin, c'est en 4 numéros, enfin, en 4 tomes. C'est en 4 tomes, c'est-à-dire que c'est les 7 qui sont compactés. Enfin non, c'est les 6, parce qu'en fait, le premier Daisenshu de Dragon Ball c'était que un recueil d'artbook, et celui-ci, par contre, ne fait pas partie des Shuzenshu. Donc du coup, c'est les autres qui vont arriver. Et auparavant, ce que nous avait dit Fedoua, qu'il y avait eu des problèmes de droit entre tout ce qui concernait les images de la Toei-Machine en tant qu'ouvrage chez nous, ça posait problème. Et donc là, apparemment, ce n'est plus le cas, donc on est super content. Ça arrivera au mois de novembre, je crois, novembre-décembre, je sais plus. Et en fin d'année, donc on a vraiment grave hâte. Et donc la suite est prévue aussi, hein. Il n'y a pas que le premier, hein. Il y a vraiment la suite. Ah oui, ils sont tous prévus. Ce n'est pas que comme il y a 20 ans où on avait que le dictionnaire et le grand livre de Dragon Ball et ça s'arrêtait là. Non, on aura vraiment toute la collection. Et ça, c'est pas incroyable. Et selon moi, je pense que ça va plutôt bien se vendre. Ah oui, c'est sûr. En tout cas, on en fera la promo et je sais pas, peut-être que si Glénat s'accordera à nous les offrir pour qu'on puisse les offrir à nos auditeurs, ça serait bien ça. Ça serait pas mal. Ouais. Ah, ça serait bien de faire un concours. Non, mais c'est vrai, ça serait bien de faire un petit concours. Oui. Ah, ça serait sympa. On pourrait leur poser la question. Vous pensez que du coup, ce qu'on a chez nous depuis bien longtemps maintenant, donc le grand livre de Dragon Ball et le dictionnaire, ils vont être réédités aussi? Je ne sais pas, ils sont introuvables maintenant? Je sais pas. Non, mais je me dis peut-être que surtout le dictionnaire peut-être est réédité par rapport aux nouvelles traductions et non, je pense pas. Alors moi j'ai pas acheté les 4 Shozenshu, donc je serais incapable de te dire ce qu'il y a dedans exactement. Alors certaines choses ont évolué en tout cas sur les films notamment. Mais enfin de toute façon tout ce qu'il y a dedans sera traduit et disponible disponible normalement. Pour le grand livre de Dragon Ball, il n'y a pas besoin de traduction bien particulière, vu que c'est surtout des illustrations. Mais, le grand livre de Dragon Ball. Celui-là, il n'y a pas besoin de réédition, mais l'autre, je me suis dit peut-être que. Le dictionnaire, je pense que ça fait partie de la. Bah oui, je suis con. Bah bien sûr, livre 4 du tome 4, non? Ah, mais j'avais pas suivi Goten-kun en fait. Mais oui, il a raison. Donc du coup, fatalement. Ah oui, l'autre ne va plus être édité, tandis que l'autre va le remplacer avec les traductions, c'est-à-dire qu'on n'aura plus Son Goku avec SAN, Geoko. Ah oui, je suis bête, j'avais pas fait le rapprochement, mais bien sûr, oui, t'as raison. Je pense que l'autre va péricliter ou va disparaître ou ne va plus être édité. Cela serait, entre guillemets, logique, je pense. Le grand dictionnaire avec la mort de la mère de Goku, alors qu'en fait c'était la mort de la mère de Chichi. C'est vrai qu'il y avait des coquilles dans cette. Il y avait la date de naissance de Pan, c'était trompé. Enfin, il y avait une vidéo de DPTAM qui était très intéressante où il y avait toutes les erreurs. D'ailleurs, dans l'édition japonaise, il manquait des fiches des persos, par exemple, notamment sur les 3 caillots pendant l'arc de l'au-delà, par exemple. Et non, il manquait plein de choses. Donc, non, c'est vraiment une version à jour, donc ça ne pourra qu'être meilleur.
C'est vrai que même niveau de chronologie au début du livre, il y a pas mal de coquilles. Oui, alors la chronologie, je pense qu'ils vont gommer, ils vont gommer les passages des films qui sont issus. Oui, aussi, ouais. oui, c'est vrai. À mon avis, je pense que Garlic Junior, couleur Tapion, ils vont disparaître. Ça, j'en suis convaincu. Enfin, je ne l'ai pas en japonais, l'artbook, donc je peux pas dire, mais c'est une supposition. Si vous l'avez, n'hésitez pas à commenter la vidéo sur YouTube et à nous dire si on se trompe là-dessus d'ailleurs, si vous l'avez en japonais. Il y avait aussi le merchandising japonais qu'on n'a pas évoqué, parce que Putain, depuis tout à l'heure, on le dit, Oh, putain, on est nuls. on avait bien sûr les animés comics qui sont sortis au Japon, bien sûr, à sûr. l'époque. Bien On sûr. a eu les laserdiscs, les Ah. VHS, Les VHS, putain. les DVD, bien sûr avec les versions unitaires et le Dragon Box The Movies. On a eu aussi la version Blu-ray qui était sortie en 2018. Et puis, est-ce qu'on a eu les personnages du film dans Super Dragon Ball Heroes? Oui, ils y sont. Ils y bien sûr. sont, ouais. Il y a eu, Ah oui, ils y sont tous. Numéro est-ce qu'il y a- 14, numéro 15, bien sûr. Est-ce qu'il y a une version Xeno mystique, je sais pas quoi, avec... Numéro 13, je crois pas. Blague à part, je crois vraiment pas. Autant il y a eu effectivement des versions Xeno de Freezer, Majin Buu et tout, des trucs comme ça, de Broly, mais par contre, de numéro 13, non, je pense pas. Faudrait que je revérifie. D'ailleurs, le jeu Dragon Ball Heroes, moi je l'aime beaucoup sur Switch. J'y ai pas mal joué. Ah oui, moi, faudrait que je m'y remette un petit peu. Là, Mais oui, en plus, il y avait la version de Cell toute dégueu qui fait vraiment penser à Alien et tout. Berk. Donc, ouais, c'est vrai que numéro 13, autant il est beaucoup apparu dans les jeux à partir de Sparking, Neo Sparking, puisque c'est là où il apparaissait, donc après on le voit un peu partout. Mais c'est vrai que malheureusement, numéro 14, numéro 15 n'ont jamais été très populaires. Ce qui est dommage parce que moi je les voulais vraiment dans le jeu, parce que c'est vrai que numéro 15, je l'aimais beaucoup par exemple. Numéro 14, pardon. Donc c'était un petit peu dommage. Oui. J'ai pas l'impression d'ailleurs, on peut le dire, mais moi je ne pense pas que ces personnages de ces films-là, numéro 13 un petit peu, mais j'ai pas l'impression d'ailleurs que numéro 14, numéro 15, par le public japonais, par le public américain ou par le public français, soient des personnages très appréciés. Autant les sbires de Bojack, j'ai aucun doute là-dessus sur Zangia et Gokwa, autant pour numéro 14, numéro 15, alors là je suis pas sûr du tout. Ouais, je pense qu'ils sont pas très populaires, je pense. Ouais, j'en ai vraiment l'impression. Ah, moi j'ai quand même une question. Allez-y, Et si ce numéro 13 apparaissait dans Dragon Ball Fighter? Ouais, je serais content. C'est vrai que je serais plutôt content, étant donné qu'il pourrait avoir un système de strack avec numéro 14, numéro 15. Mais, ah non, il faudrait que numéro 14, numéro 15 apparaissent en début d'intro, c'est parce que ça serait super numéro 13 s'il apparaissait du coup. Ah bah oui, je suis con. Ouais, non, ça peut être intéressant, ouais. Ça pourrait être intéressant de les mettre. Ouais. Parce que c'est vrai que les personnages des films, putain, Fighter, quand tu vois le début du casting et maintenant t'as le double des personnages, tu fais waouh. Waouh, Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'était qui le dernier personnage? C'était KV Céline? Le dernier, non. Là, ils ont mis Super Baby 2. Ah oui, c'est vrai, c'était Baby. Super Ouais, Baby 2, et je l'ai puis pas là, encore pris. on a Gogeta 4 qui arrive. Gogeta 4? Oui. Ah bah oui, 25 ans de Dragon Ball GT. Évidemment. Évidemment. Eh bah très bien. D'ailleurs, ils réapparaissent pas dans le film 12, ceux-là. Non, bah non, c'est des humains artificiels, monsieur. Ils ne vont pas au paradis. Ouais, bon. Ah, il va me trouver une incohérence dans Dragon Ball GT. Ouais. Et il va me trouver un truc de Dragon Ball GT où tu vas voir effectivement le robot métallique en enfer. Il va me dire, ah bah regardez, monsieur. Non, mais c'est vrai en plus, parce que dans Dragon Ball GT, tu vois numéro 19. Ouais, c'est pour ça que je disais ça. Enfin, je me rappelle qu'il y avait un des cyborgs, ouais. Il y avait numéro 19 dans Ouais, il GT, revenait. en enfer. Ouais, Ah, ouais, fini. je me souviens pas. Ouais, l'arc numéro 17, tout à fait, ouais. Ah là là, sacré humain artificiel. Bah écoutez, je pense qu'on peut peut-être conclure. Pour vous, ce film, vous lui metteriez combien sur 10? Oh là. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Enfin, Moi, je lui mettrais 6 sur 10. Je mettrais 6 sur 10, pas plus. Je l'aime bien, musicalement surtout, mais il n'a pas retenu mon attention par rapport à d'autres. Ouais. C'est peut-être la gestion des personnages que... Pour moi, ils auraient jamais dû mettre Gohan et Kuririn, par exemple. Ou les laisser dans l'intrigue. Pour moi, ils auraient dû les laisser sur l'île, par exemple. Piccolo n'a pas véritablement un grand rôle, et ça aussi, c'est un peu dommage. Anecdotique, Piccolo. Alors, le truc qu'ils auraient dû faire, moi, enfin, aujourd'hui j'y pense,
c'est que tu vois, bon, encore cette non-utilisation des personnages comme Yamcha, Tenshinhan, Chaoz, etc. Salaud. C'est que bah là ils te font un 3 versus 3, mais tu te dis, ah, ici ils avaient mis un numéro 10, 11, 12, justement pour combler et justement Occuper les autres occuper les membres Bien de la sûr. team, ouais, c'est vrai, ça aurait pas ça aurait pu le été. faire aussi. Ouais. Ça aurait pu, mais malheureusement, l'attente était là. C'était 3 Super Saiyan face à 3 humains artificiels. Puis au Et niveau de la durée aussi du film, ils pouvaient peut-être pas ouais, faire trop. Ouais. Ouais, c'est parce sûr, que il y a une limitation du temps, etc. Hmm. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Sinon, moi je lui donnerais 5. J'hésite entre 5 ou 5,5. Ouais. Moyen, j'ai bien aimé, mais c'était pas. Ouais, 5,5 quand même. Allez. C'est vrai que mine de rien, plus j'ai réfléchi, ce film n'a jamais été le favori autour de moi de quelqu'un, quoi. Généralement, j'ai toujours des fans, ah, mon film préféré, c'est ça, mais le film numéro 7 n'a jamais été, pour moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dire que c'était mon film préféré. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est un bon film, mais mais, il ouais, y a trop de défauts en fait, c'est ça le truc. ouais, je suis d'accord Il y a avec vous. Krillin qui n'est pas mis en avant, il y Ah a bah Gohan ça, qui n'est pas mis en avant, euh, même voilà, c'est Vegeta, enfin le combat contre Vegeta et numéro 15, c'est pas terrible. je suis d'accord. Ouais, moi je mettrais quand même 6,5 sur 10. 6,5? Ah, allez. Allez, un petit, ouais, on va dire. Parce que j'aime bien quand même ce film. Mais c'est vrai que toutes les blagues autour de Kuririn, elles vieillissent pas toujours très très bien aujourd'hui. Et elles sont souvent pointées du doigt pour dire regardez pourquoi machin et tout. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est dommage. C'est pour ça que j'aime aussi le film 3, parce que dans le film 3, voilà, je sais qu'il n'y a aucune connerie sur le personnage et ça aussi j'aime bien. Et avec le recul, je me dis, à la fin, ils auraient quand même peut-être dû mettre une scène où justement tu les vois aller au défilé avec les nanas, quoi. Ah oui, c'est vrai, ça aurait pu être marrant. Par contre, j'aime beaucoup l'état de Goku avec son pantalon vraiment bien tout déchiré à la fin, avec le fameux quand Gohan se relève et tout, se réveille. J'aime plutôt bien ce Goku, je le trouve très stylé. Merci bien. C'est pas Merci. Eh bien, écoutez, je vois que nous avons absolument tout dit sur ce film. Ça y est, ni plus ni moins. Bah, écoutez, pour les sagas des films, bah, écoutez, on reviendra donc sur le film 8. On essaiera de faire un truc grand pour marquer le coup, quoi, puisque évidemment, il y a eu sa suite avec DBS, enfin, sa suite spirituelle, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, bon, bah, en tout cas, on se donne à très bientôt pour de prochains podcasts dans 15 jours. Et puis, portez-vous bien avec les temps qui courent, c'est très important. Bye bye. Salut, salut. Salut, à Au. plus.